Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreux ce soir pour la grande finale du concours d'éloquence des lycéennes et des lycéens. C'est aujourd'hui la 4e édition des Libres Parleurs. C'est un projet impulsé par la ville de Montreuil depuis 2019. Nous sommes ravis de voir l'engouement autour de ce projet au fil des années et votre présence à toutes et tous, parents, proches, amis, professeurs, le montre bien et nous vous en remercions. Et surtout pour le soutien que vous allez apporter aux candidats de ce soir. C'est la 4e année que nos jeunes oratrices et orateurs ont pu bénéficier de l'expérience et conseils du grand Clément Viktorovitch, docteur en sciences politiques, spécialisé en rhétorique, enseignant au sein de grandes écoles, auteur, politologue, chroniqueur à la radio et à la télévision. Il est même parfois, à ses heures perdues, streamer. Souriez, nous sommes d'ailleurs en ce moment même en direct sur sa chaîne Twitch. C'est un grand plaisir de l'avoir parmi nous. Je vous demande d'accueillir chaleureusement, par vos applaudissements, le grand monsieur Clément Viktorovitch. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Du haut de mes 1,70 m, c'est vraiment beaucoup trop. Bonsoir Montreuil. Bonsoir Montreuil. Et bonsoir Twitch, car en effet, nous sommes déjà en live devant des centaines de viewers, de roublards comme nous les appelons, et nous les accueillons, ils sont symboliquement dans cette salle. Mesdames, Messieurs, Montreuilloises, Montreuillois, chers amis, j'ai une confidence à vous faire. Je déteste les concours d'éloquence. Je ne peux pas blairer les concours d'éloquence, ça me colle le cafard, ça me déprime pendant une semaine, car enfin, voir de jeunes hommes et jeunes femmes, fringants, pleins de vitalité, pleins de liberté, qui se collent dans le moule de l'éloquence de l'avocat, ou du moins de ce qu'ils estiment, imaginent être l'éloquence de l'avocat, qui n'est pratiquée nulle part ailleurs que dans les concours d'éloquence, qui font de grands gestes, qui parlent avec de grandes voix. Moi, ça me déprime. Personne ne fait ça, personne ne parle comme ça, d'autant que c'est pour traiter des sujets du type « le gras, est-ce la vie ?» Je ne suis pas sûr que nous ayons besoin d'un concours d'éloquence pour trancher cette question, pourtant, en effet, fondamentale. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que ce soir, nous ne sommes pas réunis pour un concours d'éloquence. Oui, bien sûr, c'est un concours d'éloquence. Mais ce concours, ça n'est que le point d'orgue, la cerise sur le gâteau, le trait de chantilly sur la cerise sur le gâteau, qui vient conclure un projet long de plusieurs mois et dont il me faut vous dire quelques mots. Pendant plusieurs mois, dans tous les lycées publics de Montreuil, nous avons créé des ateliers rhétoriques. Pendant plusieurs mois, tous les lycéens et toutes les lycéennes de Montreuil qui le désiraient ont pu être formés non pas simplement à l'éloquence, à l'art de bien parler, à l'art de faire de grands gestes et d'utiliser des mots impressionnants, mais véritablement à la rhétorique. On leur a appris comment décrypter les discours, comment rejeter les sophismes, les arguments fallacieux, et comment argumenter eux-mêmes pour déployer leurs pensées. Et au terme de ces 10 séances d'apprentissage, nous avons proposé à ces dizaines de lycéens et lycéennes de se confronter à un sujet, non pas un sujet absurde, le steak bien cuit pour ou contre, un sujet politique. Le sujet était le suivant: faut-il, mesdames, messieurs, faut-il réussir sa vie? Et je vais vous donner un secret. Quand on donne la parole aux jeunes, non seulement ils l'apprennent, mais ils l'apprennent brillamment. Et c'est ce qui s'est passé dans tous ces ateliers, des dizaines de contributions sur cette question qui devrait toutes et tous nous interroger. Et ce soir, celles et ceux que vous allez voir se succéder devant vous, ce sont les 9 meilleures jeunes oratrices et orateurs de Montreuil. Et oui, bien sûr, nous allons distinguer l'un ou l'une d'entre eux. Et donc oui, bien sûr,
c'est un concours d'éloquence. Mais en réalité, c'est plus que ça. Nous avons appris, nous avons transmis le pouvoir des mots à une partie des jeunes de cette ville. Et transmettre le pouvoir des mots, quelque part, c'est transmettre le pouvoir. Ce ne sont pas des orateurs que nous avons formés, surtout pas des beaux parleurs. Ce sont des libres parleurs, capables de porter leur voix, leur pensée de la manière qu'ils choisissent, qui leur correspond. Manifester leur liberté en parlant. Et être un libre parleur, ça porte un autre nom, c'est être un citoyen ou une citoyenne. Et puis bon, comme c'est quand même un concours, et qu'il faut malgré tout les départager, nous avons réuni un jury dont j'ai la lourde tâche de vous le présenter. Tout d'abord, il représente ici, dans cette salle, la noble et belle institution qui nous accueille, l'éducation nationale. Il a le rôle terrible qui pèse sur ses épaules d'incarner l'enseignement dans ce pays. Il est le directeur académique des services de l'éducation nationale de Seine-Saint-Denis. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, applaudissez comme il le mérite, Monsieur Antoine Chalex. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, il nous fallait également, dans ce jury, la sagesse, la connaissance de l'université, car oui, les sciences du langage sont étudiées à l'université, et celle que nous allons accueillir maintenant est professeure en sciences du langage à l'université Paris-Cité. Elle a consacré sa vie à l'étude des discours, de la parole, de l'argumentation. Elle les connaît intimement mieux que quiconque, et elle nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Marianne Doury. Mais elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Il nous fallait également, ce soir, la voix de l'art, la voix d'un artiste, un artiste des mots. Il les prononce car il est comédien, il était drôle dans la série Drôle, et il les parle, il les écrit en tant que rappeur. Il est remarquable avec son album Identité remarquable, et ce soir, il sera là pour exalter la beauté des mots du langage. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un fracas d'applaudissements pour Younes. Mais ce n'est pas tout! Ce n'est pas tout! Car il nous fallait également représenter la jeune génération, la nouvelle communication, une vidéaste. Elle a vulgarisé l'histoire. Elle parle pour convaincre et pour transmettre. Elle est docteure en histoire, mais également youtubeuse, mais elle est également maintenant sur scène. Elle est également autrice de podcast. On ne sait plus tellement elle aligne les talents. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, un fracas, un tonnerre, un déversement d'applaudissements pour Manon Bril. Mais il y a plus! Il y a plus, car évidemment, il nous fallait le sérieux, il nous fallait l'art, il nous fallait l'éducation nationale, mais il nous fallait également l'humour, la facétie, la drôlerie, l'art de l'amusement, car parler, c'est un jeu, parler, c'est un plaisir, et celui qui vient, quand il parle, il se fait plaisir, il nous fait plaisir, il est devenu maître dans l'art de la facétie, il fait tout cela en 4 minutes, douche comprise, le soir sur TMC. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, le tigre de l'Iber, Pablo Mira. Et enfin, celui sans qui nous ne serions pas là, il est à l'initiative de ce projet, il l'a créé, il l'a voulu, exigeant comme il l'est ce soir, c'est à lui que nous devons cette belle soirée, ce beau projet et cet amour de la rhétorique. Mesdames, Messieurs, s'il vous plaît, applaudissez comme il se doit. Des applaudissements lourds, durs, torrentiels, républicains, pour le maire de Montreuil, Monsieur Patrice Bessac. Ici, nous disons ce que nous pensons. Ce concours n'est pas un concours de caniches savants.
Notre ambition n'est pas de former des têtes bien faites, mais vides. Notre concours n'est pas un concours d'obéissance. La formation que nous dispensons n'est pas une formation au conformisme. Nous n'entendons pas former de jeunes cyniques. Nous sommes Montreuilloises et Montreuillois. Ici, nous disons ce que nous pensons. Notre culture est la liberté. Ici, on s'affirme. Nous savons dire non. Nous avons la mentalité d'hommes et de femmes libres. Dans nos veines coule le sang vif des jeunes manouches qui, aux côtés des jeunes ouvriers, ont formé la jeune garde de libération de Montreuil il y a plus de 60 ans. Montreuil, première ville d'Île-de-France, libérée par sa jeunesse de l'occupation nazie. Dans nos veines coule le sang vif des premiers immigrés maliens à avoir organisé la grève dans leurs usines et revendiqué leurs droits. Dans nos veines coule le sang vif des jeunes engagés d'à peine 20 ans qui, à 2 pas d'ici, se sont rendus en Espagne pour défendre la République espagnole. Dans nos veines coule intacte, vivante, la promesse de la grande Révolution française, former des citoyennes et des citoyens libres, éduqués, égaux et fraternels. Alors ce soir, nous assisterons au triomphe de la liberté. Ce soir, nous applaudirons le courage de celles qui s'apprêtent devant nous à dire ce qu'elles pensent, la tête droite, le regard fier de celles et de ceux qui persévèrent dans leurs êtres. Amis, citoyens, parents, ne les applaudissez pas comme vos amis, vos filles ou vos élèves. Elles méritent mieux. Les candidates méritent d'être écoutées comme des citoyennes. Ils et elles méritent d'être écoutés pour ce qu'ils disent du fond de leur intelligence et de leur cœur, car ils soumettent à notre jugement leur vérité, et c'est là le don le plus précieux qu'un être humain peut faire à un autre être humain, lui-même. Amis citoyens, Victor Hugo avait eu cet éclair: sauvegarder la liberté, et la liberté s'occupe du reste. Aujourd'hui, c'est ici, dans notre maison commune, la mairie de Montreuil, où s'exercent nos libertés publiques locales, que nous assisterons à la seule chose véritablement importante dans une vie humaine. Transmettre à la génération suivante une puissante confiance dans ses capacités et la possibilité d'exercer ses talents à l'élévation de la condition humaine. Vive Montreuil, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Alors, vous avez les décrypteurs du discours, les fins analystes que vous êtes toutes et tous, je n'en doute pas, auront peut-être noté dans la prise de parole de M. Patrice Pessac, maire de Montreuil, qu'il parlait de candidate. Figurez-vous que je vous disais tout à l'heure que dans chaque atelier, un processus de sélection avait eu lieu pour désigner le meilleur ou la meilleure oratrice de chaque atelier dans chacun de ces lycées de Montreuil. Et cela a amené à la liste des 9 lycéens et lycéennes qui seront devant vous ce soir, ou plutôt 9 lycéennes, car ce sont 9 femmes qui ont été désignées par leurs camarades pour porter la parole des lycéens.
Et sans plus attendre, pour traiter cette question si essentielle, faut-il réussir sa vie? Sans plus attendre, je donne la parole à celle qui seule compte ce soir, les lycéennes. Et pour ouvrir le bal, elle en a la lourde tâche, applaudissez-la comme elle le mérite, comme son courage le demande. J'appelle, elle a 17 ans, elle est en terminale, lycée Jean Jaurès. J'appelle Léa Kemchan, mesdames, messieurs. Vous voyez ces moments où tout va mal, où l'on se sent perdu, inexistant et incompris? On connaît tous ces moments où notre cœur brûle de souffrance, quand une vague de négativité nous inonde de l'intérieur. Toutes ces épreuves, ces difficultés, ces obstacles qui pèsent sur nos épaules, c'est la vie. Et le moyen de la réussir, pour moi, c'est de garder espoir et de faire ses propres choix. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une personne que j'admire énormément. Cette femme est née dans un petit village d'Algérie dans les années 80, entourée de ses 7 frères et sœurs. Son père était un homme très sévère, qui ne montrait aucun signe d'affection, aucun câlin. Mais il avait le sens des responsabilités et sa famille ne manquait de rien, malgré le peu de moyens. Sa mère faisait son maximum pour s'occuper de son foyer, mais ne lui donnait pas plus d'affection. En grandissant, cette petite remarquait qu'elle ne choisissait rien. C'était toujours son père, sa mère, ses frères qui dictaient son comportement, sa manière de s'habiller, qui côtoyer. Puis cette petite fille est devenue femme. Une femme tellement innocente et douce, si vous saviez. Son rêve était d'avoir sa chambre à elle seule, décorée à sa manière et d'étudier. Mais sa famille en avait décidé autrement. À l'âge que j'ai aujourd'hui, 17 ans, ils avaient déjà choisi avec qui elle devait se marier. Elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. La crainte et le sens du devoir lui avaient cousu la bouche. Elle n'avait tout simplement pas le choix. Au fur et à mesure, elle suffoquait. Elle touchait le fond. La dépression lui rongeait le cœur. Tous ces choix qui avaient été faits à sa place étaient mauvais pour elle. Et elle ne recevait aucune reconnaissance pour son sacrifice. Alors un jour, elle a choisi de dire stop. Elle a divorcé et a décidé de mener sa propre existence. Cette femme incroyable à mes yeux, c'est ma mère. Elle m'a appris que choisir par moi-même était le moyen de réussir ma vie. Vous savez, faire des choix ne signifie pas qu'ils seront forcément bons, mais même en prenant de mauvaises décisions, cela nous permet de faire nos propres erreurs et d'en tirer des leçons. Mais si on laisse les autres décider pour nous, nous n'aurons même pas réussi à faire nos propres choix, bons ou mauvais.
nous aurons échoué. La culpabilité nous rongera le cœur, et puis nous prononcerons cette phrase que nous connaissons tous. J'aurais dû, ou si seulement j'avais... Martin Luther King, Malala Yousafzai, Olympe de Gouges, tous ceux qui ont changé le monde, croyez-vous qu'ils auraient réussi s'ils avaient choisi de se battre? Eh bien pour moi, c'est ça la réussite. Je veux devenir la femme que j'aurais choisi d'être. Je veux être à l'image de ma mère, une femme courageuse, qui a la capacité de faire face à l'adversité de la vie et de surmonter ses épreuves tout en faisant de sa douleur une force. Alors, faut-il réussir sa vie? Oui, il faut choisir sa vie. Merci. Léa Kemchan, mesdames, messieurs. Elle a 17 ans. Elle a 17 ans, elle aussi. Elle est en terminale art appliqué au lycée Eugénie Cotton. Mesdames, messieurs, applaudissez s'il vous plaît Madame Wendy Louange. Faut-il réussir sa vie? C'est une sacrée question que vous nous posez. Quand j'ai appris le thème, j'ai tout de suite voulu poser cette question autour de moi, à mes proches, pour savoir ce qu'ils en pensaient, pour m'éclairer, avoir une idée. Alors, je leur ai posé cette question. Faut-il réussir sa vie? Et ils m'ont tous répondu instantanément et sans réfléchir. Bah oui, c'est logique. Bah oui, Wendy, évidemment, quelle question, bah oui. Mais waouh, pourquoi ça paraît si logique? Parce que moi, contrairement à eux, quand j'ai entendu cette question, je me suis plutôt demandé, mais c'est quoi la réussite? Qu'est-ce que c'est la réussite? Est-ce que la réussite, c'est avoir un 70 mètres carrés sur Saint-Maur, chauffé au gaz, deux chambres, 3 salles de bain et Murray, le Golden Retriever, ou encore avoir un sac Louis Vuitton, en toile, monogramme, cuir naturel, 1150 €, ou peut-être une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce Cullinan, turbo V12, 600 chevaux et des sièges massins. C'est ça la réussite? C'est ça la réussite pour vous? Ou non, j'ai mieux, une montagne de billets. Imaginez-vous, tellement de billets que vous pouvez vivre dans une maison de billets, que vous pouvez vous habiller en billets, que vous pouvez même manger des billets. Imaginez-vous, tellement de billets que vous pouvez même les jeter par la fenêtre, qui vous restera toujours autant de billets. C'est ça la réussite? C'est ça la réussite pour vous? Vivre avec ces billets? Qui, ici? Qui a autant d'argent? Vous mangez des billets, vous? Parce que si c'est ça la réussite, j'en veux pas. Ça me dit franchement rien de manger des billets. Alors, cette vie, est-il vraiment nécessaire de réussir cette vie? Est-il pas franchement mieux de simplement la vivre, cette vie, et de profiter de chaque instant de bonheur? Et là, vous devez vous dire, mais elle y connaît quoi, la vie, cette mioche? Elle a même pas encore 18 ans. C'est vrai. J'ai 17 ans. Et je sais même pas vraiment à quoi correspond le bonheur. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je veux pas tout ça. Non, j'en veux pas, et moi, ce que je veux, c'est prendre le temps. Prendre le temps de profiter de la vie. Alors, on peut imaginer cette vie comme une immense montagne. Imaginez-vous, au pied de cette montagne dont vous ne voyez même pas le bout, qui se confond parmi les nuages, mais vous êtes persuadé que c'est là-haut que vous voulez aller. Là-haut est votre bonheur.
Alors vous vous motivez tant bien que mal à grimper cette montagne, vous vous accrochez, vous galérez, vous glissez, vous avez froid, mais vous arrivez en haut. Vous êtes en haut. Et ensuite? Et après? Vous regardez en bas et vous voyez même pas le sol. Vous êtes fatigué, épuisé, et vous regardez, vous avez 65 ans. Vous êtes même pas à la retraite, parce que maintenant c'est à 70 ans. Vous êtes tout fripé, tout ridé, vous êtes vieux. Et vous avez passé votre vie à courir derrière un mirage. Alors moi, Wendy, ici et aujourd'hui, je dis non. Non à cette montagne. Et non à tous ces efforts inutiles. Non, je ne veux pas réussir ma vie, non. Moi, j'imagine la vie plutôt comme une plage. Une vaste plage. Une plage où je peux faire ce que je veux. Une plage où je peux prendre le temps. Prendre le temps de regarder les vagues. Prendre le temps de marcher, de courir. Je peux faire ce que je veux, même me rouler dans le sable. C'est ma plage. C'est ma vie. Alors vous qui êtes ici aujourd'hui, venez, je vous invite sur ma plage. Venez avec moi. Vous aussi, venez avec moi sur ma plage. Et regardez comme on n'est pas bien ici sur cette plage. Alors, je vous retourne la question. Faut-il vraiment réussir sa vie ? Wendy Louange, mesdames, messieurs. Notre prochaine candidate a 16 ans. Elle est en première au lycée Condorcet de Montreuil. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, applaudissez Elsa Cheref. Lundi soir, je suis à un repas de famille. On est assis autour de la table et j'observe. À ma droite se trouve mon oncle et sa fameuse Rolex. À ma gauche se trouve ma tante qui parle avec fierté de ses enfants. Et je comprends que ces adultes mènent une compétition. Une compétition dont la récompense semble être la validation, la confirmation de leur réussite. Et je commence à me sentir mal à l'aise, parce que j'ai peur. J'ai peur de ne pas réussir ma vie. J'ai peur de décevoir mes proches. Il m'est arrivé d'avoir les larmes aux yeux, d'être en panique face à mes cours, en réalisant qu'il m'est impossible de tout mémoriser. Et ça, c'est le fruit d'une pression qu'on nous met sur nous, lycéens, la pression des notes pour pouvoir réussir sa vie. Mais ai-je vraiment envie de réussir ma vie lorsque je dois faire un choix entre ma santé mentale et mes études? Parce qu'on nous a tellement dit que c'était important, que la réussite scolaire définissait notre avenir, que j'angoisse à l'idée d'échouer. Et je repense à cette phrase qu'on a tous déjà pu entendre venant de nos parents ou de nos professeurs. Il faut que tu réussisses à l'école pour pouvoir plus tard réussir ta vie. Sans qu'on nous ait un jour défini ce qu'était réussir sa vie. Pourtant, nous avons tous une idée globale de ce qu'est réussir sa vie. Ce qui, pour beaucoup, est réussir sa vie professionnelle. Il y a donc un modèle de réussite, un barème sur lequel on se base pour juger si on a réussi sa vie ou non. Un exemple de réussite est que si on en diffère,
alors nous avons la possibilité d'être exclus de notre société. Et pour reprendre les mots de notre président adoré, on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. On croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Selon lui, je ne mériterais donc pas ma place dans la société si je ne suis pas ce barème de réussite. Eh bien, voyez-vous, je refuse. Je refuse d'être rien. Je refuse de me soumettre à des critères de réussite qu'on m'impose. Pourtant, je suis ici devant vous ce soir, peut-être influencée par ces critères de réussite qui me pousseraient à participer à ce concours, ou peut-être tout simplement parce que je sais qu'actuellement mon père est très heureux de me regarder là sur scène. Mais si je suis là ce soir, ma réussite, ce ne sera pas la victoire, ce ne sera pas ça, non. Je me posais cette question de pourquoi je participe. Eh bien parce que j'avais des choses à dire. Et pour ne pas avoir le regret de ne pas avoir osé. Parce qu'au final, je ne pense pas qu'il faille réussir sa vie. Si cela dépend juste de l'approbation des autres. Et puisque je suis destinée à une fin qui est la même pour tous d'ailleurs, et ce, qu'importe nos choix, il est hors de question que je mène ma vie selon des critères de réussite autres que les miens. Alors, lorsque je serai sur mon lit de mort, que je n'aurai aucun regret, aucun remords, j'aurai réussi ma vie. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Elsa Cheref, mesdames, messieurs. La candidate qui va nous rejoindre maintenant a 18 ans, elle est en terminale au lycée Jean Jaurès. Mesdames, messieurs, un accueil chaleureux, s'il vous plaît, pour Rania Bienne. C'est quoi ça encore? Bien sûr qu'il faut réussir sa vie. Genre, vous croyez qu'il y a des gens, ils se lèvent un jour et disent « Vas-y, je vais rater ma vie ». Bah non. Comme vous le savez sûrement, Parcoursup a ouvert le mois dernier. Personnellement, je dois vous avouer que cette période est horrible pour moi. Depuis mon entrée au collège, je me suis donnée à fond pour avoir des bonnes notes, des bonnes appréciations. Je révisais pour tous mes contrôles. Je participais en cours. Je faisais des activités extrascolaires. J'ai fait de nombreux stages. J'ai pris le plus d'options possibles. Grec, cinéma, Sciences Po, libre parleur, droit. Mais plus le temps passe, plus je perds confiance en moi. Je me dis, merde, j'aurais dû prendre spé anglais. Je suis découragée, je suis fatiguée, je suis incertaine. On me dit souvent que je vis les meilleures années de ma vie. Dans ce cas, si les meilleures années de ma vie ressemblent à ça, à quoi elle va ressembler dans 20-30 ans? Parfois, je me dis que je devrais vivre dans le présent et profiter à fond. Mais je n'y arrive pas. J'ai beau me dire que je dois d'abord penser à moi, je n'y arrive pas. Je viens du Burkina Faso, un petit pays d'Afrique de l'Ouest avec une situation politique
très instable. Depuis 2015, le Burkina est victime d'attaques djihadistes et de coups d'État militaires. Le jour où Emmanuel Macron s'est fait gifler, il y a eu un attentat au Burkina. 160 morts. 160 morts. Personne n'en a parlé. Ce jour-là, j'ai pleuré en regardant les informations. Je suis venue en France à l'âge de 12 ans. À cette époque, j'avais des problèmes de santé. Les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Ils disaient que j'avais un glaucome, que j'étais épileptique, que j'avais l'hépatite B ou que j'étais autiste. J'étais hospitalisée la moitié de l'année. Alors j'ai rejoint mon père en France. J'ai laissé ma mère, ma sœur et mes amis là-bas. J'étais toute excitée de venir en France. C'est quand même la France, quoi. Mais je ne m'étais pas rendu compte que je partais. Aujourd'hui, je n'ai pas revu ma mère depuis le Covid. Quand je suis arrivée en France, il n'y avait pas de place à l'école. J'ai dû étudier toute seule à la maison avec des livres. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est l'éducation qui est obligatoire en France, pas l'école. J'ai ensuite eu une place dans une classe d'accueil. J'étais la seule qui parlait français. Quand on m'a enfin mis dans une classe normale, je me suis retrouvée encore plus seule. Je n'avais pas d'amis, je me faisais harceler, on se moquait de mes vêtements et de mon accent. C'est à ce moment que je me suis dit, je suis une femme noire, étrangère en France. Je dois travailler beaucoup plus que les autres pour la même chose. Vous voyez, c'est pour ça que je dois réussir. J'ai eu la chance de venir alors que ma mère est restée là-bas avec le terrorisme. Je dois réussir pour la protéger, car la logique est simple. En Afrique, il faut aider ceux qui sont restés dans le pays. D'habitude, le vendredi soir, quand les autres sortent et regardent un film, je fais du babysitting. Je gagne 50 € par soir et j'envoie 20 € à ma mère. 20 € au Burkina, c'est 10 kilos de riz. Au lycée, mes amis ne me comprennent pas. Ils me disent, Rania, ce n'est pas à toi de faire ça. Je sais, mais c'est comme ça. Je suis obligée, c'est ce qu'on attend de moi. Vous comprenez maintenant pourquoi cette question est horrible pour moi. J'essaie de ne pas penser à mon avenir. À chaque soir, j'y pense. À chaque fois que j'y pense, je panique. Avant de me coucher, je pleure. Heureusement que mon père n'entend rien de la chambre d'à côté. Sincèrement, je suis jalouse de ceux qui peuvent se demander s'ils peuvent réussir leur vie. Pour certaines personnes, la réussite n'est pas une option, mais une nécessité. Je ne sais pas si vous voulez réussir votre vie, mais moi, je n'ai pas le choix. Je dois réussir la mienne. Merci. Rania Bien, mesdames, messieurs. La candidate suivante a 21 ans. Elle est en première conduite de production horticole au lycée Jeanne Barret. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, applaudissez très fort Lindsay Macagnon. Ça fait un mois que je réfléchis dans ma salle de bain sur la question. Faut-il vraiment réussir sa vie? Qu'est-ce que cela signifie? Avoir un bon travail qui paye bien, une maison, un foyer. Toujours les mêmes réponses. Alors, faut-il vraiment réussir sa vie? Pour ma part, je cherche à la réussir plutôt que de la réussir vraiment. Et j'ai cherché. Après ma troisième, à 16 ans, ma mère voulait que je travaille avec les enfants parce que j'aimais bien jouer avec eux, leur parler, les voir évoluer. J'ai donc fait un CAP petite enfance. Mais au final, je n'étais pas satisfaite. Puis à 18 ans, je voulais devenir wedding planner, organisatrice de mariage pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire.
je me sentais capable d'organiser n'importe quel mariage. Voir deux personnes s'aimer, se dire oui à la vie, à la mort, je trouvais ça mignon. Non, en vrai c'est faux, je mens. En réalité, j'ai trop regardé 4 mariages pour une lune de miel. C'est une émission qui passe sur TFX tous les soirs. Je vous la conseille. C'est trop bien. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et je suis en première production horticole. Aïe, encore étudiante à mon âge. Oui, je voulais reprendre les études, avoir un bac, mon diplôme. Je me suis renseignée sur le domaine de la nature. J'ai donc choisi le métier horticole. Ce métier désigne l'art naturel. On cultive des plantes, des fleurs, des arbres ou des arbustes. Je vous vois venir dans le public avec vos « Ah, tu plantes juste une plante dans un pot de terre et t'arroses et voilà une fleur ». Non. On s'occupe de la culture. Des plantes en pot, des fleurs coupées, des massifs, des bulbes. On traite aussi les plantes contre les maladies. Ce métier est très technique, avec du savoir-faire. Dites-vous qu'à un moment, j'étais perdue dans mon parcours professionnel. Je voulais tout abandonner, les cours, mon projet de partir de France, de voyager, de vivre à La Réunion, avoir ce terrain, cette maison, cette famille, voir les belles couleurs de cette île, découvrir de nouvelles cultures, autres que cette métropole bétonnée. Alors, faut-il vraiment réussir sa vie? Un parcours très long, avec beaucoup de changements. Entre le CAP Petite Enfance, le fait que je voulais devenir organisatrice de mariage, tout ça, ce n'était pas moi. J'étais pas satisfaite. Et pourtant, je n'ai rien lâché. J'ai continué. Faut-il vraiment réussir sa vie? Je vous ai dit mon idée est de chercher la réussite plutôt que de la réussir vraiment. Comme Albert Schweitzer a dit, c'est un philosophe en chaos. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, alors vous réussirez. Pour ma part, j'aurais réussi ma vie le jour où j'arrêterai de me poser cette question. Lindsay Macagnon, mesdames, messieurs. Elle a 15 ans. Elle est en seconde au lycée Jean Jaurès. Mesdames, messieurs, des applaudissements enthousiastes pour Léna Candiloro. Alors je t'arrête tout de suite. C'est pas en ayant un bulletin comme ça que tu pourras rentrer en STAPS. T'as des 6, des 7 et des 8. Et tu n'es qu'en seconde, hein. J'imagine même pas ce que ça va donner en terminale. Tu n'auras jamais des 15 dans toutes les matières, hein. Tu peux déjà abandonner. Tu ne rentreras jamais en STAPS. En quelques secondes, avec quelques mots, cette personne a brisé mes rêves, détruit mon avenir et anéanti ma vie. Mon rêve à moi, c'est d'être professeur d'EPS.
Mais on m'a bien fait comprendre que ce n'était pas en étant dyslexique et dyscalculique que je pourrais y arriver. Durant les secondes, les minutes, les heures et les 2 jours qui ont suivi ces mots, je me suis noyée dans mes larmes. Mais si ce n'était que ça, il y avait également ce sentiment de faiblesse et d'humiliation qui venait me poignarder le cœur. Puis, j'ai décidé de sortir de ma déprime. Et je me suis dit, mais merde, Léna, depuis quand tu te laisses te faire pisciner? Tu es une guerrière, tu t'es toujours battue pour ce que tu voulais, et ça ne va pas s'arrêter là. On ne contourne pas ces problèmes, on les affronte. Alors tu vas aller à ton bureau, prendre un stylo, une feuille, et tu vas continuer de travailler. Tu vas même redoubler d'efforts. Et quand tu ne seras plus une élève dans son établissement, mais une prof, tu lui montreras que tu as réussi. Oui, tu lui montreras que tu as réussi ta vie. Vous savez, en 85 ans de vie, vous allez être jugé en permanence, sur vos moindres faits et gestes, mais encore plus sur vos choix. Alors ne les écoutez pas. Vivez votre vie et soyez heureux, parce qu'au fond, c'est ça le but d'une vie. Mais surtout, gardez en tête que la seule manière d'y arriver, c'est de ne jamais abandonner. Moi, je me vois très bien courir avec les élèves et discuter avec d'autres quand ils, elles, pourraient ne pas aller bien. Je me vois me battre pour que les élèves réussissent à atteindre leurs objectifs. Je me vois leur redonner goût au sport. Bon, je me vois aussi leur crier dessus quand ils, elles, feront n'importe quoi. Mais surtout, je me vois transmettre ma passion. Et une fois que j'atteindrai ça, je pourrai dire que j'ai réussi ma vie. Oui, mon plus grand rêve, c'est d'être payé 2 000 € par mois. Parce que je considère qu'il n'y a pas besoin de devenir millionnaire pour réussir sa vie. Regardez, vous pouvez avoir une belle maison à Miami, avoir une belle grosse voiture, vous habiller en Chanel et porter une Rolex. Et là, vous saurez que vous avez réussi dans la vie. Mais si vous avez une famille aimante, avec des amis, que vous avez un toit, de la nourriture et un métier que vous aimez, là, vous saurez que vous avez réussi votre vie. Non, parce que c'est bien sympa d'avoir une Ferrari, mais si même votre chat ne peut plus vous voir, je ne pense pas que vous soyez réellement heureux. Alors, maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez être heureux avec une Ferrari ou un chat. Mais vous savez quoi? Malgré tout, il n'y a pas de mode d'emploi pour réussir sa vie. Alors toi, si tu es en bonne santé, tu as réussi ta vie. Toi, si tu es bien dans ta peau, tu as réussi ta vie. Toi, si tu as un chat qui t'aime, eh bien, tu as réussi ta vie. Toi, si tu es heureuse, tu as réussi ta vie. Et moi, si je deviens professeur de PS, j'aurai réussi ma vie. Léna Candy-Leroy, mesdames, messieurs. La candidate suivante a 17 ans. Elle est en terminale art appliqué au lycée Eugénie Cotton. Mesdames, messieurs, des applaudissements fracassants pour Rania Ratibi. Rania, tu dois devenir quelqu'un. Rania, tu dois devenir quelqu'un. Rania, tu dois devenir quelqu'un. J'ai beaucoup entendu cette phrase dans ma vie. Ma mère a toujours voulu que je devienne quelqu'un.
Tu dois bien travailler, ma fille, rends-moi fière. Quand tu seras plus grande, je veux qu'on puisse dire que j'ai bien élevé ma fille et qu'elle est devenue une femme accomplie. Oui, maman, j'ai compris. Pourtant, vous savez, ma mère, c'est plutôt quelqu'un de simple. Elle s'appelle Yasmine, elle a 49 ans. Elle est au chômage, c'est une femme plutôt casanière. Elle adore regarder des telenovelas, cuisiner de la bonne nourriture marocaine comme son fameux poulet aux olives, ou encore raconter des ragots à ses sœurs au téléphone. Elle est née en France, mais ses parents non. Eux, ils viennent du Maroc. Pendant un été, chez mes grands-parents au Maroc, je suis tombée sur son ancien bulletin d'école dans l'un des placards. Mais jusque-là, j'avais complètement oublié que ma mère, elle aussi, elle avait déjà eu mon âge. 3 de moyenne en mathématiques. Oui, bon, c'est plutôt nul, après je suis mal placée pour parler. Donc, élève exemplaire en français, ok, d'accord, pas mal du tout. Un jour, ma mère m'a dit que si elle projetait ses ambitions sur moi, c'est parce qu'elle n'avait pas pu les avoir pour elle-même. Mais est-ce qu'on m'a déjà demandé si je voulais devenir quelqu'un? Rana, tu dois devenir quelqu'un. C'est une phrase qu'on m'a répétée toute ma vie. En primaire, au collège et maintenant, au lycée, on me répète que je dois bien travailler pour devenir quelqu'un. Rana, tu dois devenir quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai ce poids-là sur les épaules de devenir ce que ma mère n'a pas pu devenir et de ne pas lui arracher les ambitions qu'elle projette sur moi. Rana, tu dois devenir quelqu'un. Elle m'a aussi fait comprendre que je devais me venger de cette vie. Cette vie qui ne m'a pas tout donné, qui m'a beaucoup enlevé et qui malgré tout attend beaucoup de moi. Rania, tu dois devenir quelqu'un. Je ne veux pas devenir ce quelqu'un. Moi, je veux réussir ma vie. Mais je n'ai pas besoin d'être milliardaire ou mariée pour le faire. Pour y parvenir, je dois être fière de qui je suis aujourd'hui et de qui je serai demain. Si dans 20 ans, je suis fière de qui je suis, je pourrais affirmer que j'ai bel et bien réussi. Et à cette future Rania, je dis, j'espère sincèrement que tu as accompli des choses qui te tiennent à cœur, comme voyager dans le monde entier, faire le bien autour de toi, adopter un chat ou peut-être 2. J'espère que tu te lèves chaque jour en te rappelant que tu es quelqu'un, en te rappelant que tu es fière de la personne que tu es. Et pour toi, Rania qui n'existe pas encore, c'est pour toi que je dois réussir ma vie, et pour toi uniquement. Donc, je veux réussir ma vie pour moi, mais pas pour vous, ni pour ma mère. Il faut réussir sa vie. Mais il faut le faire pour être fier de la personne qu'on est. Vous le devez. À votre vous du futur qui compte sur vous aujourd'hui pour ne pas devenir ce quelqu'un qui ne vous correspond pas. Merci à tous. Rania Ratibi, mesdames, messieurs. La prochaine candidate a 15 ans. Elle est en seconde au lycée Condorcet. Mesdames, messieurs, des applaudissements sympathiques, chaleureux et enthousiastes pour Anaïs Roman. Lorsque j'étais petite, ma mère me racontait souvent une histoire. Vous voyez le genre d'enfant qui peut écouter une histoire encore et encore, la redemander,
sans jamais s'enlacer, jusqu'à la connaître par cœur, mot pour mot. Eh bien, j'étais ce genre d'enfant. J'étais le genre de petite fille qui, lorsqu'une histoire la faisait rêver, pouvait l'écouter pendant des heures et des heures. Donc ma mère me la racontait à chaque fois en commençant comme ça. Il était une fois un gentilhomme qui épousa une femme. Elle avait 2 filles. Le mari aussi, de son côté, avait une jeune fille, d'une douceur et d'une bonté sans exemple. Les noces ne furent pas plus tôt faites que la belle-mère fit éclater sa colère. Elle confia les plus viles tâches de la maison à sa belle-fille. Ça vous dit quelque chose? Et si je vous dis que la jeune fille finit par rencontrer un beau prince qui, par une simple chaussure retrouvée, lui promet le bonheur et la richesse? Je suis sûre que vous connaissez cette histoire et que vous aussi, elle vous a fait rêver. En tant qu'enfant, vous avez presque tous, et moi la première, rêvé de vous retrouver à la place de cette Cendrillon qui, du jour au lendemain, s'est retrouvée fortunée. Et bien sûr, elle n'est pas la seule. La princesse et la grenouille, la belle et la bête, Blanche-Neige, tous sont passés de la pauvreté à la richesse avant de vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Mais ont-ils vraiment été heureux? Pourquoi l'histoire se termine-t-elle toujours lorsque la richesse est acquise? Vous n'êtes pas curieux de savoir ce que sont devenus les héros de notre enfance? Je vais donc vous donner de leurs nouvelles. Blanche-Neige regrette sa vie auprès des nains. Elle est prisonnière, enfermée dans un château, esclave d'une vie qui n'est pas la sienne. Chacune de ses journées, chacun de ses mouvements, chacune de ses actions est contrôlée par ce que les hommes qui l'entourent appellent le devoir d'une reine, le devoir d'une femme. Cendrillon, quant à elle, est battue jour et nuit par son prince, pas si charmant que ça, visiblement. Pas un jour ne passe sans qu'elle ne se retrouve allongée sur le sol, les mains et le visage en sang. Pas un jour ne passe sans que les poings de son mari ne frappent son corps avant de la ruer de coups. Pas un jour ne passe sans qu'elle ne se retrouve plaquée contre le mur, le corps couvert de bleu, ou encore violée comme le font 216 000 autres princes en France. Vous pensez toujours qu'ils ont été heureux jusqu'à la fin des temps? Ça fait peur, non? De se dire que, malgré tous les efforts qu'on fait pour atteindre cette réussite qu'on nous présente depuis le berceau, on ne peut pas être sûr qu'on aura une belle vie. De la peur. C'est exactement ce que je ressens, de la peur et de l'inquiétude. Mettez-vous 2 secondes à ma place, vous, les adultes, à ma place de lycéenne qui, après avoir pris conscience que cette vision de la réussite qu'on lui avait apprise n'était pas la bonne, doit maintenant construire un projet d'avenir. Mais sur quoi est-ce que je dois le construire? Quelles briques je dois utiliser et surtout, jusqu'où cette construction devra-t-elle monter? Bien sûr, vous me direz qu'il faut que je continue jusqu'à atteindre le bonheur et la réussite. Mais si cette réussite est celle de nos héros d'enfance, je n'en veux pas. Car les contes nous ont menti. Et c'est donc cette peur qui me pousse aujourd'hui à vous répondre que non, il ne faut pas réussir sa vie. Du moins pas comme ces héros. Car je refuse de finir comme une de ces Cendrillons. Je refuse de réduire la réussite de ma vie à une réussite matérielle. Et par-dessus tout, je refuse de suivre ces règles qui me dictent mon bonheur. J'ai donc commencé à détruire tout ce que j'avais construit, en remplaçant les briques, bonnes notes, carrière, argent et gloire, par les briques, amitié, famille, amour et passion. Et c'est sur cette base que je compte construire ma réussite, car ma réussite n'est pas la vôtre. Merci de m'avoir écouté. Anaïs Roman, mesdames, messieurs. Et enfin, pour fermer le bal, fermer ce premier bal, elle a 16 ans, elle est en première au lycée Jean Jaurès. Mesdames, messieurs, s'il vous plaît, des applaudissements conclusifs et tonnants pour Marianne Chaban.
Moi, j'ai 16 ans et j'ai réussi ma vie. Et oui, j'ai 16 années de succès à mon actif. Félicitations à chaque trimestre de chaque année. En plus, j'ai plein d'amis, je m'entends très bien avec ma famille. J'ai participé à un concours de mathématiques et aujourd'hui, me voilà, finaliste à un concours d'éloquence. Et pour couronner le tout, je veux faire médecine. Ouais, je sais, je suis un peu énervante sur les bords. Mais on m'a toujours dit que la réussite, ça passait par les notes. Eh bien, si je vous présentais l'élève A, un dyslexique turbulent, qui refuse d'apprendre certaines matières, renvoyé de son lycée à 15 ans, incapable de suivre en cours et prendre des notes. Et d'un autre côté, l'élève B, un génie des mathématiques, qui a toujours des bonnes notes dans cette matière, autodidacte du calcul différentiel et intégral. Eh bien, beaucoup penseraient que l'élève A a plus de risques de rater sa vie que l'élève B. Eh bien, si je vous disais que ces deux élèves étaient en réalité Albert Einstein. Eh bien, ouais, rien que ça, Einstein. Donc, à partir de là, moi, je suis complètement perdue. Apparemment, quand on commence mal, on finit bien. Mais alors, quand on commence bien, est-ce que c'est un bel avenir qui nous attend? Et si moi, sur la route de la réussite, à la première grosse étape, les études, eh ben, je m'arrête. Voilà, je quitte médecine soudainement pour faire de la pâtisserie. Je passe des gros manuels à noter au petit macaron à la fraise. Eh ben, je suis pas sûre que beaucoup soutiendraient ma décision. Et j'entendrais des choses comme « Oh, mais fallait plutôt garder la pâtisserie comme un hobby ». Mais si je deviens une pâtissière riche, la société me prendrait comme un modèle de réussite, une personne qui a pris des risques et fait les bons choix. Donc à ce moment-là, je me dis que tout se rapporte à l'argent. Et ça suggère qu'on ne peut pas réussir, voire même qu'on ne peut pas être heureux sans argent. Or, vous et moi, nous savons très bien que la réussite ne se résume pas simplement à la richesse. Néanmoins, si vous allez dans un lycée et que vous demandez aux élèves ce qu'ils veulent faire plus tard, eh bien, ils seront nombreux à vous répondre « un métier qui paye bien ». C'est pas parce qu'ils sont matérialistes, attention. C'est simplement qu'à 16 ans, l'avenir, ça reste quand même quelque chose d'assez flou et lointain. Mais bon, vous commencez à me connaître, évidemment, c'est pas mon cas. Je sais exactement ce que je veux faire. Chirurgienne orthopédiste, et j'ai même un plan B, les études de chimie. Ouais, mes parents dorment bien la nuit. Et pourtant, l'obstacle auquel je suis confrontée, comme tout le monde, eh ben, c'est Parcoursup. Tout ce que je fais a un impact sur mes études, mon métier et même ma vie. Absolument tout. Absence, retard, appréciation, option, tout. Et ça fait peur. Mais Parcoursup, il aurait directement disqualifié Einstein. Et moi, je veux pas que Parcoursup disqualifie mon rêve de devenir médecin. Parce que non, je le fais pas pour faire plaisir à mes parents. C'est simplement que je le veux depuis que je suis toute petite. Voilà, je me baladais avec ma petite mallette, avec mon stéthoscope bleu en plastique comme ça. J'allais écouter le cœur de ma mère, regarder dans les oreilles de mon père, mettre des pansements partout à mes sœurs, même si au fond je savais très bien qu'elles n'en avaient pas besoin. En fait, tout ce que je voulais, c'était m'assurer que ma famille allait bien. Et ça n'a pas changé, sauf que maintenant je veux que tout le monde aille bien. Et c'est justement pour ça que je travaille. Après, devenir médecin, ça fait rêver les parents, mais pas beaucoup les gens de mon âge. Sacrifier sa jeunesse, à étudier, pour finir dans des hôpitaux en crise, à nettoyer des vomis et à soigner des gastros, eh ben c'est exactement ce que je veux faire. Et on y est. Je pense que le secret de la réussite, eh ben, il est peut-être là. Réussir selon ses propres termes. Bon, après j'ai vécu qu'un cinquième de ma vie, j'avoue, je connais pas la formule de la réussite. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est personnel. On ne peut pas satisfaire tout le monde. Alors, faut-il réussir sa vie? Oui. Et je pense même que ça commence avec l'ambition de vouloir finir plus tôt pour pouvoir rentrer chez soi et regarder un film avec sa famille. Parce qu'en réalité, être là pour soi et être là pour les autres, eh ben c'est peut-être ça, la base de la réussite. Merci. Marianne Chaban, mesdames, messieurs. Vous pouvez applaudir très fort nos 9 candidates. Merci pour elles. Alors, dans un instant, le jury va se retirer pour remplir sa plus douloureuse mission, c'est-à-dire délibérer.
Mais la douleur du jury ne va pas simplement venir de ce qu'ils vont vivre dans cette petite salle là-bas, où heureusement des petits fours les attendent. Il faut bien compenser un peu. La douleur du jury va venir de ce qu'ils vont rater et que vous aurez l'opportunité d'admirer, de découvrir, de regarder. Car c'est notre invention de cette session. Nous nous sommes dit que l'éloquence sous forme de concours, c'était bien. Donner la parole pour gagner, pourquoi pas. Mais et si nous donnions la parole tout simplement pour parler? Alors, durant les 15 minutes, pendant lesquelles le jury va délibérer, 15 lycéennes et lycéens, cette fois-ci, 15 lycéennes et lycéens vont se succéder devant vous. Ils auront chacune et chacun la parole pendant 1 minute, 60 secondes. C'est un format, rendons à César ce qui lui appartient, que j'ai emprunté à Kian Kojandi, que nous saluons, si toutefois il nous regarde. Ils vont se succéder pendant 60 secondes, chacune et chacun. Ils prennent le pouvoir. Les adultes que nous sommes disparaissons. Plus de présentation intermédiaire entre chaque passage. Et ils vont se succéder pour traiter un sujet que nous avons choisi de laisser libre. Le sujet est le suivant: faut-il en finir avec point de suspension? Faut-il en finir avec point de suspension? Figurez-vous que c'est une question que nous avons posée à tous les lycéens et toutes les lycéennes impliqués dans le projet. 15 d'entre eux ont choisi de venir vous proposer leurs réponses, leur production, leur contribution sous la forme qui leur convient. Alors, la minute rhétorique, ou plutôt les 15 minutes rhétoriques, c'est dans un instant. Je meuble un tout petit peu pour être sûr que tout le monde est bien en place. Est-ce qu'on peut me faire un signe me disant que tout le monde est bien en place? Voilà, vous allez les voir se déplacer devant vous. Alors j'en profite pour... Merci. Alors je vous donne 2-3 consignes. Je vous donne 2-3 consignes. La première consigne, c'est applaudissez-les, bien sûr. Mais n'oubliez pas qu'ils n'ont que 60 secondes, applaudissements compris. Donc applaudissez-les fort, mais bruyamment. Donnez tout, mais sur un temps très contraint. La deuxième chose que, depuis tout à l'heure, je veux vous dire, car j'ai ce bénéfice de regarder, d'écouter les lycéennes et les lycéens depuis tout à l'heure qui s'expriment, et puis d'être ici à leur place pour, et c'est un honneur, les présenter. Et je crois que quand on est de ce côté-là des Lumières, on ne peut pas se représenter à quel point c'est terrorisant d'être ici. Et ce simple fait, je crois, redouble à la fois leur courage et le mérite qu'ils ont. Donc, s'il vous plaît, une belle salve d'applaudissements pour toutes les lycéennes et tous les lycéens qui s'expriment ce soir. Et ceci étant dit, je vais me retirer avec le jury. Je vous laisse entre les mains de 15 jeunes orateurs et oratrices. Faut-il en finir avec? Point de suspension. C'est parti. Nous, on se retrouve dans 15 minutes. Bonsoir, Montreuil. Je me présente, je m'appelle Théo. Il y a environ 20 ans, je pesais plus de 20 kilos de plus qu'aujourd'hui. Alors cette situation me donnait beaucoup d'avantages. Par exemple, aujourd'hui en hiver, j'avais pas très froid. C'est sûr qu'avec un poids comme ça, la graisse, ça devient bien plus qu'un ami fidèle. Ça devient un compagnon de route. Alors, moi, j'étais assez reconnaissable de loin, ce qui est plutôt bien parce que de près, c'était pas très joli à voir, et même encore aujourd'hui. Le truc, c'est qu'en primaire, c'était horrible. La piscine, j'aimais pas ça. Surtout parce que j'étais moqué. Personne n'aimait mon corps. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, je refuse d'y aller et j'y vais encore moins. Enfin, ça, c'est surtout parce que je n'ai pas encore d'abdos. Alors, maintenant, même quand je fais un câlin, je me sens quand même pas bien. Pourquoi? J'ai peur que mon corps déplaise comme il a déplu.
Le truc, c'est que tous les soirs, je me suis mis à travailler, je me suis mis à faire du sport. Pourquoi? Il fallait effacer toutes les marques qu'on m'avait données à l'indélébile sur mon corps et que je vois encore aujourd'hui sur mon corps. Alors, faut-il en finir avec la grossophobie? Eh bien oui, car le harcèlement m'a fait perdre bien plus que 20 kilos et ma confiance en moi, il m'a fait perdre une amie, un radiateur et surtout une bouée. Faut-il abandonner le silence? Je suis d'origine italienne, du côté de ma mère. Bien sûr, quand je vous dis ça, vous pensez tout de suite aux spaghettis, aux bonnes pizzas, à Venise, la ville des amoureux. Mais il y a aussi une autre tradition qui se fait chez les Italiens bien trop souvent, le silence. Chaque fois que le conflit s'installe à la maison ou que la tension ou le stress règne, le silence s'installe à croire que la maison est devenue muette. On ne veut tellement pas parler que le seul moyen de se faire pardonner ou de se comprendre, c'est une action bête comme se faire à manger. Par exemple, mardi soir, ma mère a reçu mon bulletin. Et autant vous dire que certains commentaires lui ont pas trop fait plaisir. Je suis désolée, maman. Alors, pour me faire pardonner et stopper ce silence, je lui ai pas fait un plat de spaghettis, comme certains auraient pu penser dans cette salle. Oh, non, malheureusement. Mais je lui ai offert juste une rose. Alors oui, abandonnons le silence, s'il vous plaît. Faut-il en finir avec les cheveux afro? La première fois que j'ai assumé les miens, j'étais en 5e. Ma mère m'avait coiffée. Pour la première fois, j'allais arborer mes cheveux naturels parce que je le voulais. C'était Kiki. C'était mignon. En arrivant, je sens quelques regards insistants. C'est parce que les gens aiment bien, non? À un moment donné, je me retrouve seule face à 6 garçons. Mais ils se moquent de moi, me disent que je suis noire, comme si je ne le savais pas. Ils me disent aussi que ma coiffure ne me va pas, que mes cheveux sont moches, tout comme moi. Ça, je ne le savais pas. Je ne veux pas pleurer. Je m'en vais et ils me suivent. J'arrive à la visco, les larmes aux yeux, mais c'est Kiki, c'est mignon, c'est ce qu'ont dit les surveillants. Je suis partie et ils m'ont suivi. Imagine-les juste, ils couraient derrière moi, ils hurlaient et faisaient les singes dans mon dos. Ils m'insultaient aussi, mais c'était Kiki, c'était mignon. Le soir, je n'ai rien dit. J'étais dans mon lit et j'ai pleuré. Longtemps après, j'en pleurais encore. Longtemps après, quand on en parlait, je me taisais. Longtemps après, j'avais honte et je me cachais. Mais faut-il en finir avec les cheveux afro? Regardez-moi. Faut-il en finir avec l'horticulture? Surtout pas. L'horticulture est une filière agricole liée à l'exploitation des végétaux, les fleurs, les plantes, les fruits, les arbres et les abeilles. Tout ça, c'est l'horticulture. Elle permet le bon fonctionnement des différents milieux naturels. C'est grâce à elle que la biodiversité a un milieu de vie dont nous dépendons tous. L'horticulture, c'est un tout. Il ne s'agit pas que des plantes. Si on prend l'exemple du lierre, cette plante permet aux oiseaux, comme la fauvette ou le rouge-gorge, de se protéger du froid en hiver. Ils y construisent leur nid. Sans horticulture, point de nid. Sans nid, point de vie. Vive l'horticulture. Hier soir, ma mère m'a pris mon téléphone parce que je n'avais pas rangé ma chambre. Et en prenant mon téléphone, elle m'a dit que ce serait pas plus mal de supprimer cet engin diabolique. Mais sincèrement, qui voudrait arrêter d'utiliser son téléphone portable? Mais surtout, qu'est-ce que je ferais sans mon téléphone portable? Lire? Ah, c'est trop long ça. Jeux de société? C'est compliqué. Sortir? Mais sortir avec qui? Après, je me dis qu'elle n'a pas forcément tort. Puisque bon, c'est quand même très addictif pour nous, la nouvelle génération. Mais c'est surtout addictif pour elle. Elle ne peut pas passer 2 minutes sans regarder des stories Instagram.
ou Facebook. C'est pour ça que je dis qu'elle a raison, que ce serait pas mal d'en finir avec les téléphones portables. Enfin, je dis ça pour vous. Moi, je suis un cas à part. Ouais, Maïdji? Ouais, t'inquiète, je viens de finir les trucs d'éloquence, là, j'arrive. J'ai 16 ans, et à 16 ans, on n'a pas vécu grand-chose. Et pourtant, j'ai aidé une princesse vampire à tuer son père. Je me suis mariée avec la fille d'un sorcier d'un village dont j'étais la fermière. J'ai été l'expérience d'un laboratoire contrôlé par un robot, et mon seul moyen de m'en sortir était d'utiliser des portails. J'ai été une elfe du crépuscule et démoniste. Et j'ai tué des gens, beaucoup de gens. J'ai aimé, adoré, détesté, pleuré, haï des personnages et des univers. Alors, faut-il en finir avec les jeux vidéo? Je sais pas vous, mais moi j'en ai un qui m'attend, et j'en ai encore d'autres à finir. Faut-il en finir avec le sommeil? La réponse est non. Non, parce que, au lieu de nous faire perdre du temps, il nous en fait gagner. Il ne le divise pas par 2, il le multiplie par 2. En finir avec notre sommeil ne nous permettra pas de gagner du temps, mais sans le recouvrement de notre énergie, d'en finir avec notre vie. Deuxièmement, lorsque l'on dort, on vit quand même, et dans un monde merveilleux qui s'appelle le rêve. Un monde où l'on peut être qui l'on veut. Mais sans ce monde de merveille, le sommeil serait retiré. Alors, sur ce, je vous laisse. J'allume ma veilleuse. Je vais m'écouter. Bonne soirée. Faut-il en finir avec l'humour? Qui dit humour dit carambar. Et pour ça, je vous ai préparé un petit concours à base de 2 devinettes. Première devinette. Pourquoi ne faut-il jamais raconter d'histoires drôles à un ballon? Bien joué, bien joué, bien joué, un point pour toi, voilà. Deuxième devinette. On se concentre. Parce qu'il va exploser de rire, voilà. Deuxième devinette. On se concentre, on se concentre, on se concentre. Qu'est-ce qu'un rat sans queue? Un raccourci. Littéralement. Et c'était mon raccourci pour espérer que nous ne perdrons jamais notre humour et vous souhaiter de bonnes vacances. Merci. Faut-il en finir avec l'application TikTok? Savez-vous que le TikTok chinois et le TikTok français sont très différents? Le TikTok chinois est très inspirant. C'est une application créative et qui promet un avenir prometteur aux jeunes Chinois. On peut voir des vidéos comme comment comprendre les maths, par exemple. Mais sur le TikTok français, c'est tout le contraire. On peut voir des gens se dandiner, faire des challenges dangereux et mettre des commentaires débiles, bizarres, ou même, par exemple, et ça donne quoi sans maquillage? TikTok est gratuit. Si cette application est gratuite, c'est bien parce que vous la payez avec vos nuits blanches et votre procrastination sur vos projets. TikTok vous fait perdre votre temps. Elle vous fait perdre la capacité de réfléchir, de vous concentrer et même de lire un livre. J'exagère pas. Parce que sachez que la capacité d'attention des humains serait devenue inférieure à celle des poissons rouges.
Elle serait passée de 12 secondes à 8 secondes, contre 9 secondes pour le poisson rouge. On peut dire que nous sommes une génération de golden fish. Moi, perso, j'ai déjà désinstallé l'application. Et vous? Faut-il en finir avec le plastique? En finir avec le plastique? Êtes-vous devenu fou? Le plastique est devenu une plante terrestre et un animal aquatique. Aujourd'hui, le plastique fait partie de nos vies, comme nous vivons avec le plastique. Nous vivons avec le plastique comme nous vivons avec les arbres. La seule différence avec les arbres, c'est que le plastique ne produit pas d'oxygène. C'est la seule différence. Oui, la seule. Le plastique ne pollue pas. Le plastique s'intègre au sol. Le plastique, c'est cet animal que l'on croise dans la mer, entre les méduses ou sur le sol en train de bronzer. Seriez-vous prêt à en finir avec le plastique? Si oui, alors j'ai perdu toute foi en l'humanité. Faut-il en finir avec les paris sportifs chez le mâle alpha? Cette espèce demande de la compréhension et un silence à l'heure de leur match parier. Dites-vous qu'ils ne parlent qu'en onomatopée, et même s'ils insultent à mort l'équipe adverse, il y a une brève d'empathie. Une brève. Mais lorsqu'il arrive cette action et que leur joueur égalise, il entend crier « Mais vas-y, s'il te plaît, j'ai mis mon salaire dedans. Je veux m'acheter ma BMW 8 M4 !» Mais fais-le pour moi. Vous rigolez parce que vous ne comprenez pas cette émotion. La fragilité du mal. Vous la comprenez? Alors, faut-il en finir avec les paris sportifs? Ben non, ils sont nécessaires à la survie du mâle alpha. Vous voulez pas en finir avec les mâles alpha? Je suis perfectionniste. Tout dans ma vie doit être à angle droit. Je dois être une élève parfaite, une amie parfaite, avoir l'air parfaite. Parfaite, parfaite, parfaite. Mais est-ce que la vie n'est pas faite pour être imparfaite? Alors est-ce que ce n'est pas chronophage d'essayer de la rendre lisse? La vie est rugueuse, c'est sa nature. Alors finissons-en avec la perfection. J'aimerais que vous acceptiez la tristesse pour mieux accueillir la joie, que vous riez de vos réveils manqués, que vous vous trompiez de route, et pas qu'une fois, que vous arriviez débraillé à votre rencard parce que c'est ce qui fait votre charme, que vous dansiez de la façon la plus ridicule possible, que vous profitiez du moment présent, car c'est le seul qui existe réellement. J'aimerais qu'en sortant de cette salle, vous réalisiez que votre vie est imparfaite, bordélique, mais que c'est justement ce qui la rend belle. Faut-il en finir avec la peur d'échouer? Alors la réponse est oui. La peur d'échouer survient à cause d'une peur d'affronter la vie, une peur d'affronter la réalité en elle-même. En effet, la vie est une expérience. Je répète, la vie est une expérience. C'est un processus de création et non un processus de découverte. Je pense que ça vous est déjà arrivé à tous d'effectuer une action et de vous dire « Ah mais en fait, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu ». Ou un exemple tout bête, aujourd'hui nous vivons une expérience. Vous qui nous regardez aujourd'hui, vous avez effectué l'expérience de notre discours et nous avons effectué l'expérience de nos pensées, l'expérience de notre opinion.
Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui sème la discorde parmi nos concitoyens. Un sujet qui divise la société. Les claquettes avec les chaussettes. De nombreuses personnes trouvent que ces deux éléments ne sont pas faits pour être mis ensemble. Pourtant, la ségrégation est dépassée depuis belle lurette. Même si c'est laid, et je le pense aussi bien sûr, parce que ouais, c'est moche, on va pas se mentir. Ça reste très confortable et je suis pour le droit au confort pour tous. Par exemple, quand vous rentrez chez vous, pour être à l'aise, est-ce que vous avez gardé vos chaussures et gardé vos pieds opprimés à cause de vos lacets? Ou alors, est-ce que vous allez vous mettre pieds nus, mais avoir les orteils qui grelottent à cause du froid? Eh bien, pour résoudre ces deux problèmes fondamentaux, j'ai la solution miracle. C'est porter des claquettes chaussettes au quotidien. Et donc, c'est pour ces raisons-là qu'il ne faut pas en finir avec les claquettes chaussettes. Moi, j'ai 18 ans, je suis chef d'entreprise, je gagne bien ma vie, j'ai mon permis et d'ailleurs j'ai garé ma voiture ici juste à côté de la mairie. Ah, vous attendiez la suite? Eh bien ça serait la réponse de quelqu'un qui dirait qu'il a réussi sa vie selon la définition sociale de ce terme. Sauf que vous et vous là-bas, comme moi, savons que ce rythme de vie n'est pas la bonne définition de réussir sa vie pour tout le monde. Alors faut-il en finir avec la réussite? Surtout quand notre cher président bien-aimé nous a mis l'âge de la retraite à 64 ans. Si je travaille pour à la fin mourir à 63 ans, non merci, ça va aller. Donc moi, aujourd'hui, j'ai 17 ans. Non, j'ai pas 18 ans. Et dans quelques mois, je ne pense pas être chef d'entreprise. Peut-être que pour vous, les Montreuillois, et pour moi, on n'a pas la même définition de rater sa vie pour quelqu'un qui vit dans le 16e arrondissement. Cela peut vous paraître cliché, hein, mais malheureusement, c'est la vérité. Alors dans ce cas-là, si pour vous, réussir ma vie se résume à cela, rater ma vie pour les autres, c'est la réussir pour moi. Alors je veux rater ma vie. Et je vous le dis à vous, public, ratez votre vie. Mesdames, Messieurs, les lycéennes et lycéens de Montreuil. Les lycéennes et lycéens de Montreuil. Les lycéennes et lycéens de Montreuil. Et sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, le jury des libres parleurs de Montreuil qui fait son entrée. Applaudissez-les comme ils le méritent. Alors, boum. Alors, bien sûr, le jury, vous l'avez vu, est au complet. Il est rentré d'un pas décidé et solennel. Et c'est mon rôle de rapporteur de vous dire qu'un nom est sorti de la délibération. Dans un instant, vous connaîtrez la gagnante de cette soirée, cette 4e édition des Libres Parleurs de Montreuil. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que d'abord, il faut entendre ceux qui sont là pour juger la parole, mais qui restent pourtant désespérément silencieux. Mesdames, Messieurs, les membres du jury. Applaudissez-les. Et c'est à toi, Younes, que je donne la parole pour commencer. Qu'as-tu pensé, qu'as-tu ressenti? Que veux-tu nous dire au terme de cette soirée? Déjà, merci Clément de m'avoir invité, parce que vraiment, je suis venu sans rien attendre particulièrement de la soirée. Je suis venu avec plaisir, mais sans savoir quoi en tirer. Et je pense que j'ai beaucoup appris ce soir, et ça m'a touché d'être là, et j'ai très envie de revenir, donc réinvite-moi l'année prochaine, s'il te plaît. Et vous, les candidates, je tiens à vous dire que je suis fier de vous. Je suis fier de vous vraiment, comme si vous étiez toutes mes petites sœurs. Vraiment, je suis très fier de vous. Je suis impressionné aussi. Il y en a certaines qui m'ont ému, qui m'ont fait rire, qui m'ont... Vraiment, je suis trop content pour vous,
premièrement, vous savez, quand j'avais votre âge, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, j'étais en seconde, j'ai fait un concours d'éloquence, moi aussi, et j'avais été en finale aussi, c'était dans une belle salle, pas aussi stylé que là, mais vraiment c'était bien. Et je sais que c'est un truc dont je me suis souvenu toute ma vie, vraiment. Donc je pense que c'est un souvenir qui va vous accompagner tout le reste de votre vie. Et en plus, j'avais pas gagné, je me souviens que j'avais perdu. Et pour autant, c'est resté quelque chose d'intact et d'hyper important pour moi. On a dû en choisir une, mais vraiment, soyez fiers de ce que vous avez fait ce soir parce que c'est quelque chose de vraiment important que vous allez garder. Bravo, 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 je suis trop fier de vous. Alors, merci beaucoup en effet Clément pour l'invitation, trop honorée d'être là. Moi je voulais dire que comme tout le monde l'a remarqué, il n'y avait pas la parité ce soir. Et qu'en tant que femme, pardon, mais je suis très très fière. Et genre vraiment, je suis hyper fière de vous, hyper émue et perso, mais émue premier degré, comme vous pouvez entendre ma voix qui tremblote. Je suis... on va dire, à un petit peu moins de la moitié de ma vie si j'ai la chance de suivre les statistiques. Donc je suis plus tout à fait... je suis plus jeune, clairement. Je suis pas encore dans les vieux. Mais voir la nouvelle génération qui arrive et qui parle comme ça et tout, c'est... Bref, je suis trop fière de vous, les meufs. Vraiment bravo. Et je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Moi aussi, j'ai fait un concours d'éloquence que j'ai pas gagné. Ma thèse en 180 secondes. Qui est un concours où les étudiants, dans leur thèse, apprennent à expliquer leur sujet au grand public. Et en fait, c'est ce qui m'a amenée à mon métier aujourd'hui de vulgarisatrice sur Internet. Donc, quelle que soit l'issue ce soir, vous êtes toutes gagnantes et c'est sûr que vous en tirez un truc. Et merci encore pour cette performance. Alors moi non plus, je suis pas encore dans les vieux, hein. Que les choses soient claires. Bon, je me demande jusqu'où on va aller, parce que tous les ans, c'est d'un niveau exceptionnel. Tous les ans, c'est de plus en plus compliqué de faire émerger une gagnante, ou un ou une gagnante, ce soir une gagnante. Je voudrais vraiment les féliciter toutes. Ce qu'elles nous ont présenté est particulièrement remarquable. Vous avez certainement beaucoup travaillé, vous avez osé. Clément le disait, c'est pas simple d'être sur la tribune, et vous avez osé, et vous avez réussi. Vous avez réussi à nous émouvoir, vous avez réussi à nous faire douter, vous avez réussi à nous faire réfléchir. Et sincèrement, je voudrais vraiment vous féliciter pour la qualité de vos prestations. Je voudrais aussi remercier les équipes éducatives, remercier Clément parce que je pense qu'il dépense beaucoup d'énergie à vous accompagner dans les différentes masterclass qu'il fait dans les établissements. Et remercier les parents aussi, je pense, parce qu'ils ont dû jouer, comme nous, le rôle du jury, certainement plusieurs fois. Donc, remerciements partagés pour toutes et tous. Pour terminer, je voudrais simplement vous dire de ne pas avoir peur de l'échec, de rester fier et de garder l'enthousiasme que vous avez. Monsieur le maire, je trouve que la jeunesse de la Seine-Saint-Denis est vraiment remarquable. Merci beaucoup. Marianne, on continue avec toi. Eh bien, moi, j'aurais voulu, en premier lieu, dire que si vous êtes ici, c'est parce que, évidemment, vous avez compris combien il était important d'être capable de rendre justice à ce en quoi on croit. Et que c'est quelque chose qui n'est pas évident du tout, d'arriver à l'exprimer avec clarté, sans faire des nœuds au cerveau des personnes auxquelles on s'adresse, sans les faire tomber d'ennui non plus. Et de ce point de vue-là, les prestations de ce soir étaient tout à fait remarquable. Je voudrais revenir aussi sur ce que tu dis dans ton introduction et j'abonde dans ton sens. Ce n'est pas vraiment un concours d'éloquence. Dans la mesure où la plupart des concours d'éloquence, réussir dans ces concours-là, c'est être capable de produire des discours propres sur des positions dont on n'a rien à faire. Et ce n'est pas du tout ce à quoi on a assisté ce soir, parce qu'on a entendu des gens qui nous parlaient de ce en quoi ils croyaient. Et vraiment, c'était... De ce point de vue-là, déjà, une magnifique réussite. Ce à quoi moi j'ai été aussi extrêmement sensible, c'est que, au-delà d'exprimer ce à quoi vous croyez, vous avez aussi dit qui vous étiez. Et on a vraiment ressenti chez beaucoup d'entre vous une présence et le sentiment que vous habitiez vos discours. Et c'est ce à quoi j'ai été extrêmement sensible. Et
Tout simplement, j'ai eu un immense plaisir à vous entendre et un grand merci à vous. Bravo les filles. Pablo. Est-ce qu'on peut réapplaudir les candidates, s'il vous plaît? Un peu plus fort. On sent. Quand même, c'est hyper dur. Voilà. Et non, et j'aimerais aussi remercier le public. Il était mortel, le public. J'en veux tous les jours, des comme ça. Ils sont là pour donner de la force. Tu entends? Non, bravo à vous. J'ai adoré l'énergie. C'était vraiment bienveillant, c'était chaleureux. On a passé un bon moment. J'espère que vous êtes amusés parce que c'est un exercice qui est tellement dur de parler devant des gens. Ça peut ressembler à un peloton d'exécution, c'est horrible. Et là, franchement, vous êtes vachement bien démerdés. Il y avait de la détente, il y avait du lâcher prise. Et techniquement, ce qu'on nous a demandé de juger, c'est-à-dire l'éloquence, la rhétorique, il y avait un très très bon level. Hein. Moi, à 15-16 ans, je jouais à FIFA sur la PS2. J'étais très très loin de ça techniquement. Donc bravo à vous. J'espère que vous avez pris juste du plaisir, parce qu'on n'a pas envie de s'imposer des trucs durs dans la vie. J'espère que c'était kiffant pour vous, et bravo encore. Patrice, monsieur le maire de Montreuil. Bah d'abord, je crois que je l'ai jamais raconté. J'ai fait un concours d'éloquence quand j'étais plus jeune. Et non, c'est vrai, j'ai fait un concours d'éloquence et c'était à Agen, dans le lycée où j'ai passé mon bac. Et en fait, c'était un concours d'éloquence traditionnel. Mes professeurs du lycée public nous avaient recrutés en disant « faut battre le lycée privé ». Alors on s'était... Non, vraiment. Et on s'était organisé pour ça, pour battre le lycée privé. Et avec le recul, c'était vraiment, Marianne, ce que vous avez dit, c'était... Je sais même plus quelle était la question. Parce que c'était tellement ennuyeux. C'était tellement ennuyeux. On était là avec nos petits, pas costumes, mais on s'était habillés un peu comme ça. Il y avait un public qui était tout silencieux. Il fallait parler tout doucement et dire des choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ennuyeux. Ennuyeux. On est sorti de là, on avait une bourse. C'est la différence. Hein. On avait une bourse parce qu'on était sponsorisé par le Lions Club et le Rotary Club. Donc à la fin, on pouvait partir en voyage. Je vous l'annonce, vous allez gagner le droit de recommencer ou de faire autre chose. Mais vous n'aurez pas d'argent. Vous n'aurez pas d'argent à Montreuil. On n'offre pas un prix. Enfin, si, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a un prix. Vous aurez gagné le prix des libres parleurs montreuillois. Et franchement, ça vaut la bourse. Attendez, pourquoi je dis ça? Parce que... ah oui, au fond, au fond, vous avez été tellement libre, tellement plein de vie, tellement de finesse, d'argumentation, de choses qui étaient tellement profondes de mon point de vue sur la manière de conduire sa vie que, d'une certaine manière, bon, j'ai gagné le prix. Hein. J'ai gagné le prix, mon lycée public a gagné le prix, mais en vous écoutant, d'une certaine manière, je me dis peut-être qu'on n'aurait pas dû le gagner, ce prix-là. Merci à vous. Merci aux membres du jury, merci à tous les lycéens et toutes les lycéennes qui se sont succédés ici. Vous pouvez les réapplaudir, évidemment. Merci à vous. Vous avez été comme à chaque fois un public merveilleux, un public formidable. Merci aux centaines de personnes qui nous ont suivis sur Twitch. C'est une soirée qui a été également bienveillante et pleine de bonheur sur les internets. Et évidemment, on est très contents, on est très heureux. Et sans plus attendre, nous passons à la conclusion de cette soirée. Oui, je me souviens. On a des consignes précises. Donc, avant, ou plutôt pour proclamer les résultats, je vais appeler non seulement le président du jury, M. Patrice Bessac, maire de Montreuil, mais je vais également appeler toutes les candidates à venir le rejoindre, et puis également tous les membres du jury. Rejoignez-moi sur scène, faisons une belle photo. Allez-y, allez-y. Faisons une photo républicaine mélangée
Et je donne donc la parole au président du jury, monsieur le maire de Montreuil. On me voyait, oh punaise. Ok, il me revient de proclamer le prix. Tout à l'heure, je me suis un tout petit peu enflammé par justice pour mes camarades. Je veux dire que quand même, on méritait de gagner le prix. Mais quand même, si vous... Enfin bon. Ça a été difficile de décider parce que, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais nous avons été extrêmement impressionnés et émus par l'art oratoire que vous avez développé. Donc, nous avons choisi l'une d'entre vous, mais ça a été difficile. J'ai le plaisir de proclamer comme la candidate qui a gagné l'édition 2023 du concours des libres parleurs de Montreuil. Rania Bienne. Rania Bienne, mesdames, messieurs, s'il vous plaît. Merci beaucoup d'être venu écouter mon discours. Sincèrement, je ne pensais pas que j'allais gagner, mais je suis heureuse que mon discours vous ait plu parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de dire. Je voulais parler du Burkina Faso parce que c'est mon pays, mais aussi du fait que j'adore la France et je suis heureuse d'avoir gagné ce concours et rapporté l'honneur à Jean Jaurès. Merci beaucoup d'être venu. L'année dernière, j'avais essayé, mais j'étais passée juste dire que j'allais revenir l'année prochaine. Et je suis fière d'être revenue et d'avoir gagné cette fois-ci. Merci beaucoup. Bravo! Merci beaucoup, merci à toutes et tous, merci aux membres du jury, merci aux participants, aux participantes, merci à la Minute Rhétorique, merci aux équipes de la ville de Montreuil sans qui rien ne serait possible. Merci aussi aux professeurs, aux formateurs qui ont encadré toute cette année et sans qui non plus rien ne serait possible. Et on se retrouve, mesdames, messieurs, toutes et tous pour un verre de l'amitié juste derrière cette salle. Merci et à l'année prochaine.